Admiralty, comment tu vas? Très très bien, merci. Ça va? J'ai le plaisir de te parler, on a le plaisir de se voir à l'occasion de ton retour déjà de passage en France, mais surtout de ton retour musical avec un nouveau single. Dis-moi tes sentiments. Est-ce que déjà tu pourrais nous dire dans quel état d'esprit t'es à l'idée de ce retour? Je suis dans un bon état d'esprit, c'est-à-dire que là, ce single-là, c'est le premier single officiel que je sors de l'album qui va sortir bientôt, cette année, puisqu'en fait, cette année, j'ai déjà 40 piges cette année, puisque l'anniversaire est déjà passé, et c'est parti cet album, c'est parti d'un challenge que m'a lancé ma femme 40 jours avant mon anniversaire. Elle m'a dit, mais si tu faisais un album de 40 titres en 40 jours. Je lui ai dit, ok, moi j'adore les challenges. Et donc ce single-là, c'est le premier single officiel de cet album qui s'appelle 40 degrés, que j'ai fait en 40 jours, 40 titres. Donc c'est un hashtag DMTS, dis-moi tes sentiments. C'est un titre, j'ai voulu sortir en fait de ce que j'ai l'habitude de faire. En fait, comment dirais-je, plus dans sortir de ma zone de confort. C'est surtout ça. Un peu, et puis surtout aussi un peu étonner les gens, mon public, et faire quelque chose un peu aussi de tendancieux. Voilà, ça j'adore faire ça et je trouve que c'est intéressant quand tu es artiste et que tu te lances des challenges comme ça. Et justement, tu as pu avoir des retours du public? Mais justement, j'ai eu de très très bons retours, là. Et je suis content parce que quand on arrive comme ça avec quelque chose de nouveau, c'est sûr que c'est bien de se lancer des challenges, mais il faut que les gens suivent et voilà, je suis content. On va repartir à la genèse, au tout début. Est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs musicaux? Qu'est-ce qu'on t'a fait écouter en premier? Qu'est-ce que tu as écouté en premier? Ah, ça va être un peu compliqué, puisque moi, dans ma famille, en fait, on a toujours eu l'habitude d'écouter de la musique, mais on se réunissait toujours, parce que je viens d'une grande famille de 10 enfants, avec les cousins, et tout le monde se réunissait, et donc on a toujours eu cette habitude de faire chaque réunion qu'on faisait, c'était avec de la musique. La musique a toujours été un ingrédient présent dans toutes les réunions de famille, et donc que ce soit pour la danse, etc. Et donc moi j'ai commencé réellement à chanter à l'âge de 13 ans, et ça c'est mon frère qui est DJ qui m'a initié en fait à la musique reggae dancehall. Et donc concrètement c'est la musique reggae dancehall qui m'a donné en tout cas l'envie de dire ce que j'avais à dire, un peu si on veut redorer en fait l'image de mon quartier. Puisque comme j'ai grandi sur un ghetto et on était toujours stigmatisé, donc c'était ça qui m'a donné envie de chanter en fait à la base. Donc pour te dire quel premier titre que j'ai écouté, ça va être très très compliqué, puisque nous, la musique c'est quelque chose qu'on a toujours écouté, quoi. Tu le disais à l'instant, tu as grandi dans un ghetto, Boissard, c'est Ouais, ça? ouais. Est-ce que, au-delà de redorer le blason de ce ghetto-là, c'était pas finalement par la musique, t'as pas vu une émancipation des conditions sociales? Finalement, tu t'es pas évadé grâce à la musique. La musique c'est une manière de s'évader aussi, ça y a aucun doute. Mais c'est vrai qu'on s'évadait déjà par rapport à la musique, rien qu'en écoutant de la musique, sans chanter tu t'évades déjà. Mais ce qui m'a réellement donné, ce qui m'a poussé en fait à faire de la musique, réellement d'écrire les textes, c'est vraiment le fait que les injustices, toutes ces injustices qu'on subissait là-bas, le fait que bon, moi j'ai grandi sous le ghetto, je me disais mais c'est quand même des familles qui vivent là, et on nous réduisait à la drogue, à la violence, et ça c'est quelque chose qui depuis très jeune j'avais du mal, et donc c'est ce qui m'a vraiment poussé à l'écriture. Mais sinon, bien sûr, la musique, bien sûr, c'est pour s'évader, il n'y a pas mieux que la musique. C'est pas que la drogue, c'est pas que la violence, c'est pas ça du tout à la base. Ce dans quoi tu as grandi, c'est quoi? Ah non, en fait, c'est vrai que souvent quand les gens parlent du ghetto, on parle de ce qu'on voit dans les médias. Dans les médias, c'est dans les journaux télévisés. Dans les journaux télévisés, on ne parle que des choses négatives. Et sur le ghetto, c'est des familles. C'est des familles, c'est des gens qui vivent en solidarité, parce que
on est logé à la même enseigne, la même classe sociale, que tu sois blanc, noir, etc., que tu viennes d'Haïti, que tu viennes de la Dominique, que tu sois de la Guadeloupe. Toutes ces personnes-là, en fait, on était là, mais voilà, on a grandi ensemble. Il y avait le respect des aînés. Donc, on faisait la vie de quartier, c'était une vie qui était très vivante, en fait, sur le ghetto. Et donc, c'est vrai que je peux dire, malgré le fait que les gens ils voient ghetto comme... on se dit, waouh, le ghetto, mais moi, je peux dire que je suis content d'avoir grandi dans cet univers-là, puisque c'est cet univers-là qui m'a permis de prendre la valeur des choses, prendre la valeur des petites choses. C'est-à-dire que nous, tout c'était une histoire de valeur, tout c'était une histoire de respect, tout c'était une histoire de, voilà, il faut respecter les grands. On était finalement très protégés par les grands, finalement. Un petit, tu vas traîner, tu t'étais à côté, tu traînes plus loin. Bon voilà, tu as un voisin qui te voit, tout de suite, tu te remets en place parce que tu sais que ton voisin t'a vu, tu vois. Il y avait ce respect-là. Et donc moi j'ai grandi dans ça. Voilà, c'est comme si c'était une grande famille. Malgré, bien sûr, je vais pas mentir, il y avait la drogue, il y avait la violence qui va avec, bien sûr. Un peu comme partout dans les milieux un peu compliqués. Mais ce que je retiens de mon enfance dans le ghetto, c'est ça, c'est tout ce côté positif, ce que j'ai appris. Et moi, finalement, j'ai grandi, je me posais certaines questions que des jeunes de mon âge ne se posaient pas. Parce que pourquoi, quand tu vis dans un milieu comme ça, où tu te demandes mais pourquoi les gens te pointent du doigt, pourquoi autant d'injustice, etc. Donc très jeune, tu es déjà confronté à des choses, tu es obligé de réfléchir sur toi-même et par rapport aux autres. Quand tu vois dans les journaux télévisés, si s'est passé quelque chose sur le ghetto, c'est-à-dire que quelqu'un a pris un coup de couteau, dans les journaux télévisés, le soir, tu vois qu'on te dit que ouais, on lui a donné 3 balles dans la tête, enfin, des trucs comme ça, tu te dis, mais ils sont en train de mentir. J'étais là, j'ai vu. Tu vois, et donc c'est depuis petit, ça développe en fait ta vision et tu crois pas en tout ce qu'on te dit en fait. Parce que tu as déjà vécu des choses où tu sais que bon, il faut faire la part des choses. Tu vois, il faut réfléchir par toi-même. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, maintenant, on se rend compte que on ne sait pas si concrètement, aujourd'hui on parle de Covid, on a l'impression, certains docteurs te disent non, il ne faut pas prendre le vaccin, d'autres te disent il faut prendre le vaccin, etc. Aujourd'hui, tout pète. C'est-à-dire on se rend compte que le peuple se rend compte qu'il faut être capable de réfléchir par soi-même. On est tous des hommes, on a un cerveau, il faut réfléchir par soi-même parce que tout le monde n'est pas bienveillant, tu vois. Et moi j'ai appris ça depuis tout petit, donc ce n'est pas des choses qui m'étonnent tout ça. Donc le ghetto t'a finalement appris ce côté esprit critique. Oui, l'esprit critique, c'est le ghetto qui m'a forgé en fait. C'est ce qui m'a permis d'écrire les textes que j'ai pu écrire, parce que l'esprit critique, très tôt, on n'a pas le choix, Dans ce que tu m'as dit, c'est intéressant, tu développes beaucoup ce côté pointé du doigt, ouais. Stigmatisé, ce qui est totalement vrai. Est-ce que, notamment avec ton premier album, qui a été déjà un succès d'estime, mais je crois aussi commercial, hein, ça t'a fait vraiment connaître, ouais. T'as vu un peu les regards changer, pas ceux de tes proches, mais ceux des gens qui au départ te pointaient du doigt. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, donc j'ai appris avec la musique. La musique m'a beaucoup apporté, puisqu'en fait, j'ai compris le fonctionnement des gens, comment les gens réfléchissent. Quelqu'un qui te pointe du doigt et que, bon voilà, au début tu te dis, limite t'es aigri par rapport à ces gens-là. Tu te dis pourquoi moi, pourquoi ils me pointent du doigt, etc. Et au fur et à mesure que tu mûris, tu comprends en fait que les gens c'est juste des fois c'est juste des ignorants, c'est l'ignorance qui fait tout cela. Voilà, quand on parle du ghetto, si on ne sait pas, on va juste se baser sur ce qu'on a vu à la télé. Si on parle de l'Afrique et on ne sait pas, on va juste te dire, ouais, tu vas dire quoi? Ah oui, l'Afrique, il n'y a que des pauvres, il n'y a que de la misère en Afrique. Quand tu ne connais pas, mais quand tu as déjà été en Afrique, tu sais que l'Afrique, c'est pas... Souvent, les gens, je te prends l'exemple de l'Afrique comme ça, parce que c'est un truc que j'entends tout le temps et c'est un truc qui me fatigue. On va te dire l'Afrique ci, l'Afrique ça, ou que l'Afrique c'est un continent, c'est même pas un pays, c'est un continent. Donc on peut pas réduire par rapport à ce qu'on a vu à la télé, les images qu'on nous a montrées. C'est comme on va te dire, ouais, les Chinois, si, ça. Moi, c'est quelque chose, quand on a grandi dans un ghetto, on comprend ça. C'est-à-dire qu'on sait que, bon, voilà, il ne faut pas réduire les gens dans un... voilà, voilà, dans le même panier. Et puis, c'est l'ignorance. Moi, j'ai compris très tôt qu'il faut apprendre à connaître avant de parler. On ne peut pas parler de quelque chose si on sait rien. On écoute. On se déplace, on va voir ce qui se passe et là on peut dire qu'on peut parler de ce qui se passe dans le pays, dans le quartier, etc. Quand est-ce que
la première fois, tu as été amené à côtoyer le business, vraiment. Est-ce que c'est à ton premier album que tu as dû mettre la tête dedans, te dire, ok, ça c'est les éditions, ça c'est comment va être distribué le projet. On sait que les structures sont très différentes Ouais, ouais, là-bas, ouais. un peu moins développées. Comment ça s'est passé vraiment à ton premier album à ce moment-là? Ça dépend, t'as des structures très développées là-bas, hein. C'est juste que euh, en termes de business, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que moi, je viens d'une l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où tout de suite les jeunes ils rentrent dans le business parce que tout est accessible. Avant, c'était pas aussi accessible en fait. Il n'y avait pas Internet, il y avait les réseaux sociaux. Enfin, même s'il y avait Internet, mais tout le monde n'avait pas un ordinateur chez soi, on n'avait pas les smartphones. Donc automatiquement, il fallait qu'un grand t'aiguille un peu. Et donc souvent dans ce milieu-là, tout était un peu cadenassé. Voilà, on t'aiguillait pas trop, donc en fait, il fallait que tu arraches les informations, tu vois. Et donc, euh, quand j'ai connu ma femme, on s'est connus très tôt, à l'âge de 20 ans, donc très tôt, on a été confronté à cela. C'est-à-dire pour pouvoir progresser et puis évoluer dans ce métier-là et même dans notre vie personnelle. Puisque qui dit vie professionnelle dit qu'il faut faire entrer de l'argent pour pouvoir vivre. Et moi, très tôt, moi, je faisais des jobs, ma femme faisait des jobs, il fallait qu'on se débrouille. Mais je ne voulais pas arrêter la musique. Donc, on a pris la décision de continuer la musique, mais il fallait qu'on se débrouille. Et donc, ce qui fait que tu es obligé de te renseigner, de comprendre comment ça fonctionne, etc. etc. Donc, petit à petit, on a appris sur le tas. Et au fur et à mesure comme ça, et puis voilà, on a compris comment fonctionnait le métier, que ce soit le métier d'artiste, parce que le métier d'artiste, le chanteur, c'est un métier, mais le métier de producteur, c'est un autre métier. Éditeur, c'est encore un autre métier qui, voilà, il y a beaucoup de choses à connaître. On peut pas, voilà, c'est très très compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que on a un peu vulgarisé beaucoup de métiers dans ces milieux-là. Mais pour moi, je reste convaincu que le métier, par exemple, le métier de producteur, par exemple, c'est un vrai métier qui demande, quand tu es producteur d'un artiste, l'artiste doit refléter en fait ta réussite, déjà à la base. Si ton artiste, voilà, je sais pas moi, si ton artiste roule en 206, même si toi tu roules en BM, pour moi, t'as pas encore réussi parce que ton artiste, je vois que il n'a pas réussi. Donc, c'est que tu n'as pas réussi à faire ton artiste changer de niveau, d'étape, etc. Donc, pour moi, c'était ça, en fait, avant les vrais producteurs. C'est pourquoi je respecte les gars comme Don Miguel, on a fait plus de 10 ans de collaboration ensemble. Et c'est ce genre de producteur. Et moi, j'ai grandi avec ce genre de producteur. Et c'est pourquoi moi, je respecte ce métier-là. L'édition aussi. Aujourd'hui, tout le monde veut un peu d'édition, veut un peu machin. Mais concrètement, qui fait réellement ce travail-là d'éditeur, qui fait ce réel travail de producteur et qui fait pour laisser l'artiste en fait s'exprimer en tant qu'artiste et faire juste son métier, quoi. Ça c'est très compliqué d'être bien entouré, de trouver des bonnes personnes en qui on peut avoir confiance et que pour l'artiste puisse s'exprimer et faire son art finalement. J'ai cru comprendre et j'ai vu que tu avais un peu de mal de voir ta tête à la télé, ton visage à la télé, sur les écrans. Ouais, je m'y suis habitué au final, mais c'est pas. C'était pas commun. Ouais, c'est pas, je pense que c'est par rapport à ma personnalité. Je suis pas quelqu'un avec un gros ego. Je suis quelqu'un de humble. C'est comme ça que je suis. C'est pas un truc que j'ai inventé ou j'ai cherché à avoir. C'est comme ça que je suis. J'ai toujours été quelqu'un de très réservé. Donc automatiquement quand je me voyais à la télé, tu vois, et j'aime bien quand les choses sont bien faites. Donc, si je vois à la télé, je vois que le truc n'est pas bien fait, ou bien j'étais bizarre, ou. Voilà, c'est. Mais je me suis. Après 25 ans de carrière, on s'y habitue, en fait. On s'y habitue. C'est intéressant, du coup. Comment tu t'es pris la notoriété, pas forcément des écrans et de la télé, mais des fans, quand tu t'es rendu compte que certaines personnes connaissaient tes musiques, qu'elles venaient à un endroit, qu'elles faisaient des centaines de kilomètres pour te voir toi, comment tu t'es pris le côté fan, vraiment à ton échelle personnelle et sentimentale, vraiment à l'intérieur? Moi, j'ai toujours trouvé que tout ce que la musique m'a donné, tout ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai pu faire, pour moi, ça a toujours été du bonus. Et donc, en fait, le fait de voir des gens, mais ça remonte, parce que comme je dis, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, donc c'est petit à petit, c'est pas genre j'ai eu un succès
soudain et puis d'un seul coup j'ai dû faire face à un succès et puis des gens, tout le monde vient. C'est pas ça, j'ai commencé par le sound system, donc j'avais un petit public. Au fur et à mesure, les gens commencent à parler de moi, donc c'était pas un truc soudain. Donc finalement, j'ai pu petit à petit m'y habituer et puis vivre avec. Et donc, mais c'est vrai que la première fois, quand on voit même les amis, hein, quand on voit le regard des amis changer, c'est-à-dire quand on te voit, on dit waouh, parce qu'il m'appelle Titi. Il me voit et la fierté dans les yeux des amis, de la famille, c'est surtout ça en premier abord. Quand les amis, la famille, ils te regardent avec des yeux, mais tu sens que là, ils sont fiers de toi, c'est quelque chose déjà qui te touche. Tu te dis waouh, tu es en train de faire un truc, tu vois que tout le monde est fier, voilà, et tu dois pas les décevoir finalement, tu vois. Et puis au fur et à mesure, l'étape où là, ce sont des étrangers qui viennent te demander des autographes, etc. Moi, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est comme des fois j'en vois, j'ai jamais été quelqu'un qui, si tu veux, moi faire une photo avec quelqu'un, signer un autographe, je vois ça tellement, je vois que c'est rien en fait, pour moi, tu vois. Mais faire plaisir, quand tu vois que la façon dont ça fait plaisir aux gens, ça me fait plaisir aussi, quoi. Tu sais, de voir les gens contents, c'est un truc que pour moi, je me sens bien. Tu vois, en fait, c'est le premier salaire de l'artiste, au final. C'est comme quand tu fais un concert et que tu vois tout le monde content, les gens repartent du concert. Je me souviens une fois, j'avais fait un concert à Marseille. Et c'est la première fois que j'avais une loge, mais qui donnait vers l'entrée, en fait. Et donc, je pouvais voir les gens. Mais en général, tu fais des concerts, tu vois jamais les gens qui repartent. Et donc, moi, je monte, je me change, j'ai fini le concert, les gens, tout le monde était content, je me change, et puis, la vitre est un peu entrouverte, et puis j'entends les gens qui sortent du concert, dans mon concert, en fait. Et j'entends les réactions, et ça m'a fait un truc, mais incroyable. Je me suis dit, waouh, les gens repartent vraiment contents, les gens ressortent, ah ouais, putain, c'était malade. Tu vois, et c'est quelque chose, je me suis senti bien. Et quand ça t'arrive, tu dors le soir comme un bébé, quoi. Tu dors vraiment comme un bébé. Et donc, quand les gens viennent te demander des autographes, tout ça, moi, voilà, c'est un honneur. C'est toujours un honneur. Surtout quand on voit c'est des gens de tout âge. Hein. C'est des enfants comme les mamies. On a fait le clip hashtag DMTS en Martinique. On est rentré dans le ghetto. Et les mamies, les papis. Mais quand je te dis mamie, papi, 90 ans. Hein. Quand ils me voient... Admiralty, je t'adore, mais les gens ils veulent te tenir, mais ça c'est, pour moi c'est mon premier salaire. Hein. T'as perdu des amis chers avec le succès? Pas spécialement, hein, moi. C'est en fait, là, comme je te disais, là où j'ai grandi, c'est pas avec le succès que j'ai perdu des amis de vue, puisque avec ma vie de famille et puis ma vie professionnelle, il y a plein de gens que je vois plus. Mais ce sont des gens, quand je les revois, ce sont des amis d'enfance en fait. Donc si tu veux, on a les mêmes valeurs. C'est quelque chose, ils sont tous fiers de moi en fait. Donc quand on se revoit lors de concerts, je les vois, je les fais monter sur scène. Je vois tout de suite dans la foule, ah regardez tel, c'est la même, tu vois. C'est pas genre des amis que j'ai eu comme ça. Parce que moi comme je te dis, sous le ghetto, c'est assez spécial. Nous, on a vécu tellement de trucs ensemble que on appelle même plus ça des amis. C'est la famille, quoi. Tu vois. Tu as vécu plusieurs ères, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as traversé les époques. C'est vrai que la musique a beaucoup évolué très rapidement. Moi, je voulais te dire, est-ce que tu as pu faire des concessions avec l'ère du streaming? Ah, je pense que pour qu'un artiste puisse durer, tu es obligé de faire des petites concessions. C'est-à-dire que tant que tu trahis pas tes convictions et ta musique, pour moi, j'appelle même pas ça des concessions. C'est un détail. Tu te remets en question, c'est des challenges, comme ce que j'ai fait avec hashtag DMTS. C'est-à-dire que tout le monde est étonné, mais en fait, moi, c'est toute ma carrière, ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a des choses que j'ai l'habitude de faire et qu'à un moment donné, même moi, j'ai envie de tester autre chose. Tu vois, et me prouver à moi-même que, voilà, j'ai 40 ans, mais je suis jeune. Et j'ai envie de tester encore autre chose. Et aujourd'hui, c'est ce qui est un peu tendance. Et surtout, j'avais envie, par exemple, avec hashtag DMTS, c'est aujourd'hui la musique qui fonctionne. On appelle ça Zumba, on appelle ça tout ce qu'on veut. Mais moi, ce que j'entends, c'est du zouk. Donc, j'avais envie aussi de mettre ma patte dessus pour dire, hé les gars,
C'est aussi du zouk. Et moi, je vais vous montrer comment moi, je fais mon zouk, mais dans ce style-là, tu vois. Et Dieu merci, les gens ont apprécié, parce que sinon, après c'est un coup d'épée dans l'eau, les gens... mais je suis habitué. Hein, pour moi, un artiste, comme je dis souvent, dans le mot artiste, il y a art. Et l'art, c'est la création. Et la création, c'est quoi? C'est oser, c'est proposer. Et quand tu proposes, c'est où ça passe, où ça casse. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui sont habitués à entendre certaines choses de toi, qui auraient voulu que tu chantes que ça, ou un style bien précis. Mais quand tu es un artiste et que tu as plusieurs cordes à ton arc, tu vas pas te brider. Tu vas pas te brider parce que ton public, il attend ça de toi. Non, c'est l'artiste qui doit proposer au public. Tu vois, et c'est là que tu gagnes quelque chose. C'est-à-dire que quand tu arrives à faire accepter à ton public tel ou tel truc, parce qu'en fait, un artiste, il évolue. Moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Ce que je chantais à 13 ans, ce que je chantais à 15 ans, je ne peux pas chanter la même chose. En tout cas, pas avec la même approche. Même si le fond est toujours le même, parce que bon, c'est les mêmes valeurs morales universelles que je diffuse, mais il y aura toujours une approche différente. Parce que quand tu as des enfants, automatiquement, tu vois la vie autrement. Quand tu mûris, tu vois, donc tes textes changent un peu, deviennent un peu plus... Tu prends un peu plus de sagesse aussi. Et j'ai envie de dire heureusement. Parce que si tu mûris et que tu prends pas, tu gagnes pas en sagesse, c'est quand même malheureux. Est-ce que finalement proposer, c'est pas la recette pour ne pas être dépassé? C'est surtout oser. C'est surtout oser. Parce qu'on peut proposer. On peut proposer des choses, mais on peut proposer des choses qui ne sont pas audacieuses. C'est toujours des propositions. Mais par contre, oser, c'est avoir de l'audace. Et c'est l'audace qui est compliquée. C'est-à-dire l'audace, c'est prendre des risques, sortir de son confort. Et ça, pour un artiste, c'est quelque chose... c'est un exercice assez périlleux parce que... Surtout quand on n'a pas spécialement besoin de ça, entre guillemets. Mais un artiste comme moi, moi j'ai besoin de ça pour faire mon art parce que c'est ce qui me fait vivre en fait. C'est-à-dire que quand je me lance sur des projets comme ça, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, est-ce que les gens vont adhérer ou pas, etc. Donc c'est quelque chose c'est ce qui me fait vibrer un peu quoi. Et après, si ça fonctionne, c'est une fierté, mais on se dit ouais. Parce que derrière, il y a toujours la culture que je veux mettre en avant. Et c'est toujours on gagne quelque chose en fait à réussir à faire passer la musique. Finalement, c'est toujours la même chose que je dis, mais c'est la forme qui change, c'est l'approche. Et c'est l'approche qui est toujours difficile, compliquée à faire. Et quand on voit les enfants, les petits-enfants, les bébés aujourd'hui, j'ai je sais pas combien, peut-être 25 ans d'années de carrière et quand je vois des enfants qui ont 5 ans qui disent à leurs parents ouais, je veux un autographe d'Admiralty, je suis fier. Je me dis, je suis encore là, les enfants comme ça, s'ils veulent un truc d'Admiralty, ils veulent une photo, ils connaissent Admiralty, c'est que voilà, je ne me trompe pas de direction en fait. Tu es le premier artiste à avoir fait un Bercy en France, premier artiste guadeloupéen. Premier artiste caribéen en solo. Caribéen, en solo, ok. Avoir fait un Bercy en France. La scène, c'est très important pour toi. Tu le notifies encore tout à l'heure avec un concert important à Marseille. Est-ce qu'en créant, bon, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment avec le Covid et les scènes, mais est-ce qu'en créant, tu penses beaucoup à la scène? Est-ce que c'est dans le processus de création, ça prend une part importante, le côté vraiment live? Ça dépend des titres. Ça dépend des titres. Parce qu'en général, quand je fais des titres, c'est vraiment la vibe. C'est vraiment la vibe. Mais j'avoue que je suis quelqu'un de... La scène pour moi, c'est ce qui compte le plus. C'est ce qui compte le plus. Donc automatiquement, si je fais un titre et que, voilà, pendant que je le pose, il faut que ça soit percutant. Il faut que ça soit percutant parce que je sais que quand je vais arriver sur scène, il faut que je puisse percuter avec ce morceau-là, ce titre-là, quand je vais chanter. Et pour moi, c'est très important, quoi. C'est très important. Même si, en général, quand j'arrive sur scène, en live, tout ça, un morceau qu'on a pu faire en studio, je vais toujours le transformer quand j'arrive en live, ça c'est clair et net. Parce que le live et le digital, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Donc automatiquement, je vais toujours faire des arrangements, faire des choses. Qu'importe le titre, je vais l'arranger pour que ça puisse fonctionner en live. Donc
Mais c'est vrai que je me souviens une fois, j'avais rencontré Chris Brown à New York. J'étais dans le studio d'un ami, le cousin à Wyclef Jean. Et on est en train de parler de différentes choses. Et puis il me dit, ah ouais, mais ce qu'on voulait faire là, mais je peux pas, le studio pour l'instant, il y a quelqu'un dans le studio. Je lui dis, ah ouais, mais il n'y a pas de souci, je vais attendre. Il me dit, ouais, c'est Chris Brown, je peux pas dire au gars non. Je lui dis, ah bon, ok. Donc il m'a dit qu'il revient, il a été. Et puis il revient, il me dit, ouais, mais Amiral, tu veux que je te fasse rencontrer Chris Brown? Je lui dis, mais je vais pas te dire non, tu vois. Bien sûr. Et donc il était en train de préparer son album, de faire une écoute de son album, et puis je rentre. Et puis là, il me fait écouter des sons, voilà. Et puis ils mettent une instru, et puis ils commencent à improviser. Et tout de suite, j'ai vu que voilà, lui c'est pareil, c'est-à-dire comme Michael Jackson, c'est-à-dire c'est vraiment les gens de scène, en fait, les artistes de scène, en fait, ils composent souvent comme ça, c'est-à-dire pendant qu'ils composent, en fait, ils dansent quoi. Il faut que le pas aille déjà avec le flow, tu vois. Parce que souvent, tu peux créer un titre sans danser. Après, quand tu viens danser dessus, tu vois que c'est un peu compliqué de chanter ça parce que le flow va pas trop avec le pas, etc., etc. Mais quand tu chantes en même temps, tout de suite, ça te donne un truc. Voilà, c'est des techniques un peu pour créer, mais en dansant, tu vois. Et donc, je pense que Michael Jackson, tout ça, c'est des gens qui créaient comme ça vraiment. Parce que quand tu vois les spectacles de danse, etc., tu sens que voilà, que le titre a été créé. C'est un peu comme ça que j'ai créé le morceau Oh Yeah. Oh yeah, baby, kill them with the wine. Oh yeah, baby, you don't give a damn, it is your time. Tu vois, quand j'ai créé le morceau, j'étais en train de danser avec mes enfants, tu vois, direct. Donc automatiquement, tout de suite, ça te donne un titre de danse. Il faut qu'il y ait la vibe, parce que sinon, on le ressent dans le titre. On sent quand c'est un titre festif, parce que ça a été créé dans un univers où, voilà, festif, tu vois. Tu préfères le studio ou la scène? Ah, je préfère la scène. Ah oui, largement. J'ai commencé par la scène, moi. J'ai commencé par la scène, on n'avait pas de studio, on avait rien. Et on n'avait que la scène, que les sound systems pour s'exprimer, donc on écrivait sur les cahiers. Il n'y avait que la scène, c'est quand tu prends le micro, là il faut connaître ta chanson par cœur, et puis débuter, et puis parler au public. Enfin, il fallait être conquérant, quoi. Tu as fait beaucoup de featuring, tu es un artiste qui a beaucoup collaboré. C'est quoi ton rapport au featuring et surtout, de quelle manière tu les choisis? Les featuring, c'est très simple. Moi, c'est surtout par rapport... Quand je commence à composer, des fois, l'artiste, je pense à l'artiste parce que je sens que ce morceau-là, ça collerait bien avec cet artiste-là. Mais je fais jamais le contraire. Ça m'est jamais arrivé, en fait, en tout cas, de me dire, bon, il faut absolument que je fasse une combinaison avec lui, qu'est-ce que je peux faire avec lui, quoi. Moi, c'est toujours le contraire. C'est-à-dire que je suis dans une vibe et je me dis, waouh, si on pourrait faire ça ensemble. Tu vois, c'est plus comme ça que je propose aux artistes une collaboration. Ou bien, si on est ensemble, on est en train de chill et puis ça, on débouche sur quelque chose. Mais sinon, moi, il y a une histoire de... Pour moi, les featuring, il faut qu'il y ait un vrai feeling entre l'artiste, entre les artistes. Pour revenir sur l'actualité, un album de 40 titres pour tes 40 ans. Ouais. Moi, je me suis posé une question, je me suis dit comment il peut garder une trame, comment l'album peut être cohérent avec 40 titres. Oui. Comment toi, tu t'y es pris au niveau du processus créatif? Ben, tu sais, je ne me suis pas pris la tête du tout. Tu imagines bien 40 titres en 40 jours, on ne se pose pas trop de questions. Là, c'est vraiment un album à la vibe, vraiment un album à la vibe. Mais comme je dis souvent, c'est-à-dire que finalement un artiste, c'est une histoire de mood. C'est une histoire de mood. Quand tu fais si tu fais un album et je sais pas, où il y a une guerre, automatiquement ton mood, tu vas avoir un mood spécial. Cet album-là aura un mood spécial. Si tu viens de tomber amoureux et que tu es en train de faire un album, on va sentir que voilà, cette période-là, voilà. Donc peu importe le thème que tu vas choisir, on va sentir que tu étais dans un mood bien spécifique. Donc, c'est vrai que sur cet album-là, c'est toujours, moi je fais des albums toujours très éclectiques, bien sûr, mais on retrouve quand même ce mood à la période à laquelle j'ai fait l'album. Parce que c'est quand même sur une période très, très courte, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a du Amingality pur, il y a dancehall, il y a tout, mais ça va être agencé d'une certaine manière que
que ça soit toujours cohérent. J'ai l'impression qu'à chaque nouveau single, à chaque nouveau retour, t'apportes encore une nouveauté. Ça, c'est intéressant pour un artiste. C'est qu'à chaque fois, t'es pas vidé finalement. Ouais. Est-ce que on peut espérer des tournées à 70 ans, 75 ans d'Admiralty, comme les Beatles et les Pink Floyd? Très sincèrement, j'y ai déjà réfléchi, hein, mais très sincèrement, c'est pas mon but, ça. C'est pas mon but, parce que c'est vrai que je fais la musique. J'avoue, j'aime beaucoup la musique. Je vais pas mentir, j'aime beaucoup la musique. J'adore ça. C'est pas, je vais pas dire que j'aime le milieu de la musique. C'est pas le milieu que j'aime. Moi, j'aime la musique. J'aime monter sur scène, mais j'aime encore plus la vie de famille, quoi. Tu vois, j'aime encore plus la vie de famille. Depuis des années, très tôt, j'ai arrêté de faire les tournées de 2 mois à 3 mois. Tu vois, je faisais ça avant, et très tôt, quand j'ai eu mes enfants, je me suis rendu compte que tu pars 2 mois, quand tu retournes, c'est plus des bébés. Je me suis dit non, j'arrête. Donc, ça m'a coûté prendre l'avion non-stop, chaque semaine prendre l'avion. C'était, voilà, les collègues me disaient, ouais, t'es fou, tu prends l'avion trop souvent, reste là, fais ta tournée. Je dis non, il faut que je voie mes enfants, moi. Parce qu'il y a des choses dans la vie, tu peux pas retourner après, tu peux pas retourner en arrière, tu vois. La musique, je ferai toujours de la musique, ça c'est sûr, on peut pas arrêter la musique. Quand un artiste dit il arrête la musique, non, il arrête de se mettre en avant, limite dans la musique. Peut-être tu peux arrêter de faire des tournées, etc. Mais tu t'arrêtes jamais de faire de la musique, c'est impossible. Quand tu es un artiste, tu peux pas t'arrêter de faire de la musique, tu vas le faire chez toi, tu vas écrire, mais tu vas jamais t'arrêter, ça c'est clair et net. Donc moi c'est pas mon but en tout cas à 70 ans d'être sur scène, et puis tu as vu les shows que je fais, c'est Physique. C'est physique, donc à 70 ans, si tu es sur scène, pour moi, en tout cas, je peux pas te dire qu'à 70 ans, je ne serai pas sur scène, parce qu'il ne faut jamais dire jamais, tu vois, parce que moi, je continue à faire ma musique, tant que j'ai la forme, je continue, mais en tout cas, je privilégie toujours la vie de famille, donc voilà. Tu es conscient d'avoir quand même ouvert une porte outre-mer aux Antilles, à un moment où les artistes n'émergeaient pas tant que ça? Oui, bien sûr, comme certains l'ont fait avant moi, tu vois, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel, et j'en suis fier parce que quand tous les artistes que tu vois qui te disent que ouais, moi j'ai commencé par rapport à Amiral, etc., c'est une certaine fierté. Quand tu vois que ce sont des artistes super talentueux, tu te dis bon, tu as fait plus que de faire de la musique, parce qu'on fait tous de la musique. Mais quand tu as pu ouvrir des portes pour les plus jeunes et impulser quelque chose de positif, surtout, par rapport à la culture, par rapport à notre identité, etc., c'est sûr qu'on ne peut être que fier de cela, parce que je me dis, j'ai commencé la musique parce que j'avais des choses à dire, j'ai représenté mes couleurs, et voilà, la musique m'a tout donné. Aujourd'hui, je suis là grâce à la musique, mais au moins ça n'a pas servi qu'à moi, quoi. Je me dis que c'est un peu comme Kassav qui a inventé le zouk. C'est-à-dire que même si Kassav, voilà, ils ont fait le zouk, ils ont tourné partout dans le monde, ils continuent, mais ils ont inventé le zouk. C'est-à-dire qu'il y a cette fierté-là de se dire que tu as laissé quelque chose pour la génération, pour les générations futures. Donc pour moi, c'est quelque chose de super important, et donc voilà, c'est une fierté, ouais. Par cette porte, des artistes sont passés discrètement. Certains l'ont défoncé à coups de record, je pense notamment à Kalash. Ouais. Comment elle se fait ta rencontre avec Kalash? Kalash, je l'ai rencontré la première fois. Ah oui, la première fois, ouais, je me souviens, la première fois j'étais en studio en studio de répétition en Martinique, et puis on me dit ouais, il y a quelqu'un qui t'appelle dehors, qui veut te voir, ce qui paraît c'est le manager d'un artiste, etc., etc. Et donc avec ma femme on sort du studio et je vais voir c'est qui, et donc je vois une jeune femme, elle nous parle de son artiste, vraiment il kiffe ce que je fais, il aurait aimé faire quelque chose avec moi, etc. Même juste me faire écouter en fait son CD. Et donc je le voyais assis, il était même, son manager était là, et lui il était assis, il était super timide, quoi, intimidé par moi, tu vois. C'était quand? Et ça fait déjà quelques années, hein.
Je me souviens pas précisément, mais enfin, il était super jeune en tout cas. Et donc voilà, il était super impressionné. Mais ce jour-là, j'ai pas su que c'était Kalash. Hein. C'est après, on s'est revus après, des années après. Il a fait, chronologiquement parlant, je pourrais pas te dire précisément ce qui s'est passé avant ou après, mais en tout cas, je faisais, je sais plus si c'était mon premier Zénith ou le deuxième Zénith de Paris. Et mon tourneur, en fait, celui qui organisait, il me dit, ouais, Amiral, comme il a commencé avec nous, donc tout ce qu'on fait, on fait ensemble, et je lui faisais confiance. Et puis il me dit, ouais, Amiral, je sais que toi, de toute façon, en première partie, tu veux toujours mettre en avant des jeunes, etc. Il y a un petit jeune en Martinique, là, franchement, il est bien, quoi. Il commence à faire son nom là-bas, etc. Je lui dis, ah bon, il me dit, ouais, c'est Kalash. Mais moi, je connaissais pas trop. J'avais déjà entendu un titre, Pampier là, tout ça. Et donc, je lui dis, ouais, ben si pour toi c'est bon, pour moi c'est bon, tu connais. Voilà, il n'y a pas de souci. La confiance. Et donc, et je l'ai rencontré avant justement ce show-là. Avec son père qui me disait, son père m'a dit, ouais, Amiral, franchement, merci. Et puis, sache que moi, quand j'étais en Angleterre, c'est toucher l'horizon, c'était le son qui m'a accompagné, etc., etc. Et donc, à partir de ce jour-là, on s'est revus. Après, on s'est revus avec Dali. Et puis, voilà, il est venu en Guadeloupe. Et puis, on est resté proches, quoi. Il y a une génération après, Titoff, Meryl est présente à la top line d'un titre phare de Julius 1 de SCH par exemple. Titoff explose certains scores avec des artistes même français. Qu'est-ce que tu penses de toute cette nouvelle, on va dire, génération? Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien que ces jeunes artistes s'imposent dans ce milieu-là, parce que ça a beaucoup changé. Maintenant, ça parle de stream. Je sais que Meryl, c'est vrai que Meryl, c'est une jeune artiste qui était plus en mode top liners et qui a fait pas mal de choses pour beaucoup. Elle était dans l'ombre et à un moment donné, elle a voulu maintenant passer devant, sous les projecteurs, tu vois. Donc, automatiquement, très talentueuse, tu vois. Donc, j'espère vraiment pour eux que ça va le faire. D'ailleurs, Titoff, j'ai un titre avec Titoff sur l'album. On se déplace, on va directement aux Antilles, plus particulièrement dans les Caraïbes. Qu'est-ce que tu penses qui manque là-bas pour que les jeunes artistes, je pense qu'il y a beaucoup de talent, est-ce que tu pourrais déjà nous citer quelques noms de là-bas que toi tu verrais émerger dans les années à venir? Ah là, il y en a beaucoup. Hein. Au niveau des jeunes là, j'entends, t'as Mathieu White, en fait, t'en as beaucoup, quoi. T'en as beaucoup, t'as Drex, ça c'est en Guadeloupe, en Martinique, t'en as. Enfin bon, t'en as vraiment beaucoup. Il y a vraiment une nouvelle scène. Mais je pense qu'à la différence d'avant, c'est qu'avant, nous, on était seuls. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se débrouiller nous-mêmes en tant que. Pour pouvoir percer, faire les choses au niveau toucher un grand public, c'était très très compliqué parce que les médias, tu étais obligé de passer par les médias. Voilà. Aujourd'hui, la chance qu'ils ont, c'est que il y a Internet, ils ont leur propre public qui suivent sur les réseaux. Dès que ça fonctionne sur les réseaux, s'ils font des vues, ils font du stream, automatiquement, les radios restent à eux. C'est le contraire, tu vois. Donc, s'ils gèrent bien, normalement, ça devrait le faire, tu vois. Donc, c'est la chance qu'aujourd'hui qu'ils ont. J'ai ma petite question de la fin. C'est une mise en situation. Est-ce que tu es prêt? Une mise en situation. Ouais. Concrètement, tu vas voir. Est-ce que toi, il y a une collaboration, pas dont tu rêves, mais que tu aimerais beaucoup faire? L'artiste peut être décédé d'un autre genre musical, d'une autre nationalité complètement, le temps d'une session studio. On t'accorde une session studio avec un artiste, tu choisis qui? Je t'avoue que je me pose jamais cette question, mais je sais pas, t'as beaucoup d'artistes talentueux que tu es en studio avec, voilà, je sais pas, je le dis ça comme Michael Jackson par exemple. Michael? Michael. Ok, et on est où? Dans quel studio là? Pour la mise en situation. Tu dois choisir un studio dans quel pays, dans quel... Ah, un studio en Guadeloupe, j'aurais bien aimé emmener Michael en Guadeloupe. Si tu regardes autour de toi, bon, on est dans un studio en Guadeloupe, Michael est à la porte.
Déjà, il y a des restaurateurs à l'intérieur du studio. Michael, il a pas mangé. Il est à l'heure, mais il a pas mangé. Ouais. Tu lui prépares quoi? Ah, un dombouéké. À Des base de domboués quoi? avec des queues de cochon. Ça, c'est une spécialité guadeloupéenne, ça. Et ensuite, il dit c'est toi qui drive le morceau. Il a tellement bien mangé qu'il est un peu. Il dit c'est toi qui drive le morceau. Tu pars à base de quoi? Sur quoi tu On partirais? commence je pars sur une rythmique zouk. Une rythmique zouk. Et après, on compense ensemble. Mais Ouais, la écoute, rythmique, c'est zouk. au moins c'est parfait. On rappelle DMTS, hashtag DMTS, dis-moi tes sentiments, disponible partout. Nouveau single dans la tête de l'album. 40 titres pour tes 40 ans en 40 jours. Un défi incroyable au passage. Et voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin. Ben, je remercie tous ceux qui soutiennent, hein, puisque la musique aujourd'hui, c'est important, puisque c'est le streaming, etc. Et j'ai vu que le titre a bien démarré. Tu vois, sur TikTok, plus d'1 million de vues. Sur YouTube, plus de 500 000 vues en 24 heures. Donc franchement, je vois que les gens ont bien accueilli le titre. Donc franchement, merci pour ça. Et puis le travail continue.